Et salut tout le monde! Alors là, récemment, on a interviewé Vincent Mignerot, et en fait, c'est un truc de dingue, on a parlé déclin avec lui. Alors en fait, le déclin, déjà, ça part du principe que les ressources fossiles, pétrole, charbon et gaz, en fait, on y est super dépendant. Et ça, c'est un truc de ouf. Là, vous regardez, par exemple, mon sweat. En fait, ce sweat-là, sans le pétrole, a priori, il n'existerait pas. Et la caméra, là, et ben sans le pétrole, a priori, elle n'existerait pas non plus. Et du coup, le truc qui est ultra marrant avec ça, c'est qu'en fait, la Terre, elle est toute petite, elle est finie. Et donc, les ressources qui sont dessus, bah, elles sont finies aussi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que comme notre consommation, elle augmente, et que nos ressources, bah, si elles sont finies, d'après la théorie, bah, il y a un moment, ça va arrêter. Il y aura un croisement. Et donc, il y aura un pic de production. Et avec ce pic de production, ça veut dire qu'il y aura un jour... En fait, c'est pas rigolo comme sujet. Enfin, je veux dire, bon, ça vaut le coup de s'y intéresser, hein, mais c'est pas rigolo. C'est un discours un peu différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Du coup, ça fait du bien aussi d'avoir d'autres points de vue, mais dans le fond, bah, c'est pas marrant. Ouais, t'as carrément raison. Bah, du coup, prenez un bon canapé, une petite couverture si vous avez froid, ouvrez la fenêtre si vous avez chaud, et un chocolat, et essayez de vous amuser quand même. Ciao. Je suis Vincent Mignerot, je travaille en tant que chercheur indépendant, c'est un statut difficile à défendre en France parce que la culture n'est pas à la recherche indépendante et les relations avec les institutions de recherche sont parfois délicates, en tout cas c'est pas traditionnel en France. Aujourd'hui c'est mon statut, mais mon parcours c'est initialement une formation de psychologie clinique que je n'ai pas terminée. J'ai ensuite travaillé dans le bâtiment en tant que technicien cordiste. J'ai ensuite géré une agence de travaux sur corde pendant quelques années. En parallèle de ma formation de psychologie et de mon travail de technicien cordiste, j'ai écrit un ouvrage, enfin le premier ouvrage, celui sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui, qui s'intitule Essai sur la raison de tout et qui est un travail initialement d'ordre philosophique, en tout cas très personnel, et qui a pour ambition de composer, on va dire, une théorie darwinienne étendue, un modèle d'évolution compatible avec l'histoire de l'univers dans son ensemble. Alors c'est un projet qui est très ambitieux, qui a été lu à l'époque et qui semble en tout cas être intéressant. Et c'est sur lui que je m'appuie aujourd'hui pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons et les perspectives d'avenir. D'accord, et du coup, quel est l'événement dans votre vie qui fait que vous êtes intégré à la problématique qui nous réunit aujourd'hui, qui du coup est la notion d'effondrement ou en tout cas d'avenir pour le climat et l'énergie à travers le monde? Alors, j'ai pas trouvé de date, d'événement particulier dans ma vie qui m'ait fait me consacrer ou m'intéresser à cette question-là. J'ai l'impression d'avoir grandi avec, de m'être construit avec la question de la finitude. Par contre, il est vrai que je n'avais pas idée, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, je n'avais pas idée des perspectives en termes de date et d'ampleur, puisque j'étais tout jeune, hein, c'est entre 15 et 20 ans que j'ai commencé à comprendre cette question-là. Donc c'est pas quelque chose que je peux dater. En revanche, le moment où j'ai pu conceptualiser la notion, c'est-à-dire que potentiellement l'humanité risquait l'auto-extinction, l'auto-destruction, ça je l'ai écrit aux alentours de la vingtaine. Donc c'est pas un événement en soi, mais il y a quand même un moment de ma vie où j'ai pu conceptualiser la chose et intellectualiser que c'était une perspective possible. Et du coup, suite à ça, vous avez fondé Adrastia. Bien plus tard. Bien plus tard, d'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement d'où vient Adrastia et nous le présenter rapidement? Oui, sans problème. Donc moi j'ai intellectualisé ça, mais je n'avais pas les données aux alentours de 97-98. Je n'avais pas les chiffres pour comprendre, pour estimer des perspectives et des dates. Et puis cette question de la finitude est restée en arrière-plan parce que j'ai fait d'autres choses, hein, de la psychologie et du travail, enfin mon activité professionnelle. Et c'est plus tard, quand j'ai quitté mon activité professionnelle pour me réinvestir dans l'écriture, dans les travaux d'écriture, j'ai aussi un volet de mon travail qui concerne plus le cerveau, la cognition, la perception. Voilà, ça fait partie de mes activités de recherche aujourd'hui. Et c'est donc après 2010 que j'ai commencé à me documenter sur la question du risque d'auto-extinction, d'autodestruction de l'humanité. Et bon, voilà, j'ai lu les textes, les modèles, les grands livres, les grands ouvrages sur la question aux alentours de entre 2011 et 2013. J'ai commencé à faire ce travail-là, puis j'ai continué ensuite. Et en 2013, donc j'ai créé un réseau, on va dire
un groupe de discussion sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui s'appelle Transition 2030, qui est un groupe qui a très vite eu une audience assez importante et qui s'est fait remarquer pour sa qualité, pour son sérieux, parce que des intervenants vraiment très compétents ont très vite intégré ce groupe dès 2013, qui sont encore là aujourd'hui. Donc ce groupe est très riche, très foisonnant. Vous auriez des noms pour ceux qui s'intéressent à la question Oui, je peux vous donner des noms qui ne sont pas forcément des chercheurs très connus, mais qui sont dans ce groupe et qui sont des références. Alors je pense en particulier à Philippe Gauthier, qui est vraiment un des intervenants de référence, en particulier sur l'énergie, mais de façon très transversale. Il arrive à mêler les questions énergétiques et environnementales de façon très complexe. Et j'en profite pour le remercier parce qu'il fait vraiment un travail excellent dans ce groupe et en général. Donc, constatant que ce groupe fonctionnait bien, j'ai souhaité le faire sortir de la sphère des réseaux sociaux, faire sortir en tout cas la problématique, et j'ai créé Adrastia en juin 2014. Voilà. Je peux présenter Adrastia un peu mieux si vous voulez. Oui, très rapidement, c'est une association qui a pour but principal de faire circuler l'information, de trouver l'information, de la faire circuler, de la rendre disponible, aussi de produire du contenu, parce qu'on a des personnes qui viennent soit témoigner, soit apporter de leurs compétences ou apporter des savoirs sur la problématique. Et secondairement, l'association a pour ambition de promouvoir une transition aussi apaisée, aussi modérée que possible, aussi confortable que possible. Et une question qu'on se posait du coup, c'est pourquoi avoir créé en fait une nouvelle entité et pas s'être décidé à rejoindre par exemple un groupe comme Avenir Climatique ou alors Jancovici qui a aussi des thèses assez proches. Et finalement, d'où vient cette envie de créer quelque chose de nouveau? Alors le contexte en 2014 n'était pas du tout celui de 2018. Et le Shift Project et Jean-Marc Jancovici en particulier, puisque vous les citez, qui sont, alors Jean-Marc Jancovici, une personne, et le Shift, une initiative pour lesquelles j'ai le plus grand respect et qui m'ont appris énormément. Je sais gré à Jean-Marc Jancovici d'avoir apporté tout son savoir et ses compétences sur cette question, sur ces questions-là de l'énergie et du climat. Donc il m'a appris considérablement, il fait partie de mes références évidemment. Mais en 2014, le contexte était très différent et parler d'effondrement, parler de risque de déclin de civilisation était beaucoup plus téméraire qu'aujourd'hui. Et ce discours-là, je ne le retrouvais pas dans les travaux de Jean-Marc à l'époque, même si aujourd'hui, effectivement, son discours a beaucoup évolué. Et là, on a cité plusieurs fois, on a nommé plusieurs fois l'effondrement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelle est votre conception du coup de ce mot effondrement et qu'est-ce qu'il implique? Alors, effondrement est un terme qui est trop restrictif. Un effondrement, on peut parler de déclin de civilisation, on peut parler de déclin économique, on peut parler de transition. Tous ces mots-là recouvrent une entité commune, enfin une perspective commune qui est celle du passage d'une société très complexe comme la nôtre, avec des parallèles qu'on peut faire avec d'autres civilisations qui se sont effondrées sur le critère de la complexité, par exemple, et qui se retrouvent au bout d'un certain temps et en traversant une période parfois délicate, parfois qui se déroule bien, qui se retrouve dans un autre état de complexité beaucoup plus bas, inférieur. Et la question principale qui se pose autour de l'effondrement, du déclin ou de la transition, c'est comment traverser cette période difficile en évitant tous les risques de déréliction, les risques sociaux, éventuellement de guerre civile, de confrontation, d'inégalités qui augmentent, etc. Et du coup, pour cerner un peu mieux le point de vue que vous défendez, est-ce que vous avez des postulats sur les conséquences que pourrait avoir ce déclin plutôt sur les institutions actuelles? C'est-à-dire qu'est-ce que les institutions dans lesquelles on évolue aujourd'hui pourraient survivre à ce déclin ou est-ce qu'elles seraient vraiment transformées en profondeur? C'est une question ouverte. Si on prend la perspective à la lettre, et si on écoute Jean-Marc Jancovici, entre aujourd'hui où on consomme 76 000 km de eau de barils de pétrole chaque jour, 100 millions de barils par jour, et qu'on comprend ce qu'est l'énergie, entre aujourd'hui et le futur à terme, il y aura un moment où nous ne consommerons plus aucun baril de pétrole. Donc, il va se passer des choses extraordinaires, de profondes mutations sociétales à tous les niveaux, y compris institutionnels, entre maintenant à 100 millions de barils jour pour la planète entière et zéro dans une temporalité qu'on ne connaît pas. Est-ce que quiconque peut définir comment vont évoluer les institutions? Je ne crois pas.
Mon travail, c'est de défendre le fait qu'il faille communiquer un maximum et réformer le plus tôt possible les institutions pour qu'elles deviennent plastiques, modulables, et qu'elles ne soient pas elles-mêmes les sources de la destruction sociétale. Pour des raisons de complexité, pour des raisons d'inégalité, de mauvaise répartition des richesses, pour mauvaise gestion des communs, c'est une question qui émerge en ce moment et qui est cruciale à traiter. Je ne la connais pas très bien, mais elle est à mon sens cruciale. Comment les institutions vont évoluer, je ne sais pas. Est-ce qu'il va en rester? C'est une question qui est ouverte dans une temporalité X. L'important, c'est de réfléchir maintenant comment les faire muter. Et vous pensez qu'on va réussir à le faire? Alors, je ne sais pas ce que veut dire réussite. Est-ce que vous estimez qu'il y aura encore des institutions dans un futur plus ou moins proche, après un déclin? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que ça va être une conséquence du déclin? Ou est-ce qu'on aura réussi en amont à le changer? Je vais le dire autrement. Il y a toujours un cadre de loi qui régit l'organisation de la vie ou des sociétés humaines. Ce cadre de loi, on va s'y confronter, c'est les lois de la thermodynamique, c'est les lois de la biologie, c'est les lois de l'agronomie pour s'alimenter. Ce sont des lois physiques qu'on ne peut pas réfuter, qu'on ne peut pas modifier par la pensée. Bon. Entre aujourd'hui où ce sont des humains qui ont écrit les lois qui régissent les sociétés, avec des textes administratifs, une constitution, avec des règles pour la société, le droit, les devoirs, etc. Entre aujourd'hui où les textes de loi sont extrêmement complexes et tiennent une société, font fonctionner une société, et le jour où nous allons devoir nous confronter de but en blanc et strictement aux lois naturelles, je ne sais pas dans quelle mesure des institutions pourront tenir jusqu'à ce moment-là. Je ne sais pas, personne ne peut le savoir. Et probablement que des institutions pourront en tenir très longtemps. Mais à terme, de toute façon, nous allons à un moment donné nous confronter aux lois naturelles. Est-ce qu'il pourra rester une interface de lois construite par l'humain? Moi je le souhaite, parce que c'est comme ça que nous nous organisons et les lois de la nature peuvent être tout à fait hostiles à notre organisation. En tout cas, peut-être ce qu'il y a à penser, c'est réintégrer les lois naturelles, par exemple les lois sur l'énergie, les lois de la thermodynamique, les lois de la biologie, comment se nourrir et pourquoi on dépend strictement de l'alimentation, même pour avoir une société riche, etc. Ça, c'est réintégrer les lois de la nature, les lois naturelles dans le fonctionnement de nos sociétés, donc nos lois artificielles, les institutions. Et il faut le faire tout de suite, immédiatement, pour rendre compatibles nos institutions avec les perspectives. Et du coup, pour le faire, vous pensez que ça va être des décisions qui vont venir plutôt du haut, genre l'Europe, étatique, ou plutôt une décision qui va émaner du peuple et des citoyens qui vont se regrouper et créer un autre système? Alors, les citoyens qui créent un autre système, je ne crois pas qu'une rencontre se fasse entre ce que les institutions en haut, les élites, savent déjà, hein, parce que tout le monde est au courant du risque d'effondrement au niveau gouvernemental, au niveau européen, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors l'information y est, la prise de conscience c'est autre chose, mais l'information y est. Qu'une société nouvelle émerge depuis le bas, je ne crois pas que ce soit possible, parce qu'il y a des verrous divers et variés, institutionnels, de droit, etc. Qu'une rencontre se fasse entre ce qui est su en haut, ce qui commence à être su en bas, et que tout ça s'articule au mieux, c'est souhaitable. Il ne faut pas fantasmer sur l'auto-organisation sociétale depuis le bas, en affranchissement total des règles qui ont régi historiquement nos sociétés. Je ne dis pas que peut-être une révolution depuis le bas va faire s'écrouler les institutions, c'est une possibilité. Mais dans ce cas, il n'est pas une certitude qu'ensuite réémerge un monde parfaitement organisé et respectueux de son prochain, parfaitement égalitaire, etc. Je ne peux pas préjuger de ça. Peut-être qu'une révolution va renverser le système. Peut-être qu'à terme même c'est louable. Je serais plutôt favorable d'une transition de rencontre de paradigmes et de modèles pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Là, vous soulevez un point très intéressant, justement, de rencontres et de points de vue communs. Votre discours, il est quand même basé sur des fondements rationnels et vous défendez une théorie qui se tient, a priori, du point de vue rationnel. Et pourtant, c'est vous, citoyen, alors pas lambda, mais vous êtes un citoyen qui n'est pas spécialisé dans le domaine, qui portez ce discours. Et de votre point de vue, est-ce que vous expliquez le fait que des instances comme le GIEC ou l'ONU que vous citez et que vous utilisez à travers vos discours ne se décident pas à porter ces discours-là, alors que, comme vous le dites, ils sont certainement conscients des risques qui apparaissent à travers vos discours? Est-ce que vous avez une explication à ça ou... Alors, je ne crois pas qu'on puisse accuser le GIEC en tant qu'entité politique, évidemment, à tout un tas d'interfaces de médiation avant de publier ses conclusions.
Certains représentants du GIEC ont été timorés assez longtemps. Jean Jouzel a été assez réservé sur ce que je pense il sait depuis assez longtemps par rapport aux perspectives climatiques. Depuis un an et demi, 2 ans, je crois qu'on ne peut plus vraiment reprocher à Jean Jouzel et autres climatologues de ne pas être alarmistes sur les perspectives. On ne peut plus dire ça. Est-ce qu'ils parlent ouvertement d'effondrement? Non, c'est vrai. Pas autant que vous, en tout cas. Pas autant que nous, puisque c'est évidemment là-dessus qu'on se base. Je ne pourrais pas me prononcer sur... enfin, tout un tas de défenses existent à l'échelle individuelle et à l'échelle institutionnelle, et ces défenses-là sont des choses, on pourra en parler, ça fait partie de mes travaux, sont des choses qui sont construites intrinsèquement avec notre personnalité et avec notre organisation sociétale. Ce sont des défenses qu'on construit depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, parce qu'elles nous sont utiles pour optimiser notre adaptation, pour capturer l'énergie dans l'environnement et pour s'approprier les ressources. Donc ces défenses, elles sont structurelles chez nous. Alors évidemment, elles nous font prendre un retard considérable, parce que même quand on est confronté à une réalité consciente, on a tendance à s'en défendre encore avec les mêmes modèles de rejet de la réalité qu'on a construits historiquement. Donc oui, il est vrai que les grandes institutions ont du mal à parler d'effondrement, même si elles ont toutes les données sous les yeux, ce qui est assez étonnant à observer. Et puis il y a aussi un raisonnement qui ne tient plus à mon sens, c'est de dire qu'il ne faut pas être alarmiste parce que ça empêcherait les gens d'agir correctement. Moi je pense le contraire. Il est factuellement constaté qu'il n'y a pas de changement sociétal à part les actions à la marge, fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents et toute autre action caricaturale de ce type-là. Donc il y a eu cet argument par le passé de dire qu'il ne fallait pas être alarmiste, donc il y avait, ne pas être alarmiste et ne pas parler d'effondrement était même rationalisé, c'est ça que je veux dire. Mais ça ne tient pas, on a bien vu que ça n'a pas marché, et 2018 est une année où vraiment les médias commencent à parler eux-mêmes d'effondrement, et je pense que là du coup les institutions vont être obligées de suivre. Le mot effondrement est apparu dans Le Monde, dans Libération, dans l'Express, partout, quoi. Je vais juste revenir sur le mot défense que vous avez utilisé plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez le définir, donner quelques exemples de défense qu'on aurait? Quand on a... Alors ça, ce sont des réflexions que je mène moi, hein, donc je ne parle qu'en mon nom. Quand on a commencé, nous, en tant qu'espèce, à nous différencier des autres êtres vivants, je pense qu'on a assez tôt intériorisé émotionnellement le fait que nous impactions l'environnement. C'est probablement quelque chose de très ancien, bien avant la civilisation, bien avant le néolithique. C'est probablement quelque chose qui est lié au fait même que nous interagissions avec l'environnement, avec un outil en particulier, et que nous soyons capables d'abattre un peu plus d'espèces, de capturer un peu plus d'énergie, et de transformer un peu plus notre environnement que d'autres espèces autour de nous. Et je pense que notre cerveau s'est construit en se protégeant des émotions négatives, dès lors qu'il a constaté, que nos sens ont constaté que nous avions un impact. Et ça, c'est une défense. Pour moi, c'est on va dire une structure de défense cognitive, une structure cognitive de défense, c'est-à-dire que dans l'information que nous capturons, que nous captons de l'environnement, nous avons probablement, selon moi, appris progressivement à dissocier les informations négatives des positives. On peut même aller jusqu'à dire que c'est structurel au sens où notre inconscient serait l'endroit où nous gérerions les informations négatives, les émotions négatives, ou que nous ne voudrions pas traiter consciemment, et que justement le conscient, c'est l'endroit où s'écrivent les histoires qui nous conviennent. Et si c'est structurel, si notre esprit est fondé de cette façon-là, il n'est pas très étonnant que même face à un effondrement possible, nous continuions à fonctionner de cette façon-là, parce que c'est structurel. C'est peut-être même lié à la nature humaine. Voilà. Et du coup, votre démarche, ça serait d'essayer d'un peu contourner ces défenses et de dire finalement le négatif que vous avez en vous, c'est lui qui peut vous aider à construire les solutions de demain? C'est ça la démarche? Alors ça peut faire partie des moyens qu'on peut mettre en œuvre, c'est de se réapproprier en effet les émotions négatives et les représentations négatives qu'on a sur le monde. Ce qui peut être intéressant de diagnostiquer par exemple, c'est comment depuis que les médias, les grands médias existent, que ce soit la presse ou les médias télévisés, on a très largement diffusé des informations négatives. Tout le monde sait ce que c'est que la famine en Afrique depuis alors même qu'on était en plein boom des 30 Glorieuses, il y avait des famines en Afrique, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Le changement climatique, tout le monde est informé depuis assez longtemps. Ce qui peut être intéressant de diagnostiquer, c'est de savoir comment, justement, le fait que ça circule par des médias très froids émotionnellement, ça nous permet encore de cliver l'information. Quand on regarde la télé et qu'on regarde une information angoissante, mais qu'on est dans un canapé,
très confortablement assis et qu'il n'y a pas de risque dans l'environnement direct, notre corps, notre système nerveux traite deux informations incompatibles, mais de façon clivée, ce qui nous permet de les intégrer, de les conscientiser, tout en conservant les émotions les plus neutres possibles. Et c'est ce qui, peut-être, maintient notre comportement dans sa dérégulation, c'est-à-dire dans sa capacité à intégrer les informations négatives, mais tout en continuant à faire des dégâts dans l'environnement. Et du coup, ces discours-là, est-ce que vous avez pu avoir des échanges avec des gens, du coup, dont on citait tout à l'heure le GIEC, l'ONU, est-ce qu'il y a des gens qui sont réceptifs à ces discours-là et qui se disent oui, on peut aller dans le sens de la démarche que vous soutenez? Est-ce que vous avez des contacts de ce type-là? Indirectement, en fait, pour tout dire, Adrastia est encore aujourd'hui regardée un peu en chien de faïence. Mais je sais qu'elle est écoutée. Voilà, je pense qu'elle a une audience suffisante et stratégique. On va dire que les informations qu'on a diffusées jusque-là sont arrivées aux oreilles des experts, des politiques certainement aussi, mais ils n'ont pas encore intégré ce discours-là dans leurs propres propositions et je pense qu'ils risquent de se retrouver dans une situation coincés entre... coincés, c'est pas méchant, hein, mais je veux dire, dans une position où ils vont être obligés d'exprimer cela parce que le peuple va être demandeur de comprendre ce qu'il se passe. Les informations objectivables du réel sont tellement dramatiques qu'il faut finir par les traiter. Adrastia vient faire le mariage entre les deux en annonçant une perspective d'effondrement. Les experts n'auront plus le choix au bout d'un moment, je pense. Et pourquoi, du coup, les politiques, aujourd'hui, bloquent ce discours-là? Quelle est leur raison? Juste des votes? Oh, mais c'est pas... Je ne crois pas qu'il y ait une société qui se soit construite. Alors, j'ai un discours qui est proche de celui des décroissants, sur le plan paradigmatique, puisque de toute façon, nous allons décroître. Je n'ai pas dit décroître tout à l'heure, j'aurais pu parler d'effondrement, déclin, mutation, transition, décroissance. Simplement, nous allons décroître de façon forcée. Voilà, c'est la différence entre la décroissance politique telle qu'elle a été écrite et celle qu'on envisage. Et rappelle-moi ta question. Pourquoi les politiques, du coup, aujourd'hui, n'acceptent pas ce discours-là? Je ne crois pas qu'une société ait été spontanément portée historiquement, on pourra discuter cette question-là, mais par une perspective d'adaptation en négatif. Alors en négatif, c'est pas du moins bien sur le plan moral. C'est sur le plan de la complexité, de l'approvisionnement énergétique, de l'alimentation, etc. Donc moins. Et ça, c'est un projet extrêmement difficile à défendre pour quelqu'un un politique, un représentant, qui répond à une contrainte, alors on va parler d'un mot qui est très discuté, qui est une contrainte incontournable de l'évolution, de la biologie jusqu'aux êtres humains, c'est la contrainte de la compétition. Alors la compétition, c'est pas du tout la rivalité en tant que telle. Pour répondre à la compétition, on peut mettre en place des stratégies de rivalité ou de coopération, mais dans tous les cas, il faut répondre à la contrainte de la compétition. Si on ne résiste pas à la mort, pour caricaturer, pour simplifier, on meurt, évidemment. Si on ne se nourrit pas, si on ne défend pas son approvisionnement énergétique, on meurt. Donc, un politique, un représentant, va toujours regarder le contexte de compétition dans lequel il se trouve. Si historiquement, une société humaine se trouve dans un contexte où la compétition est très faible, c'est-à-dire la contrainte du cadre, par exemple, une société de chasseurs-cueilleurs qui se trouve avec une contrainte environnementale très faible puisque l'alimentation, la nourriture est très disponible. C'est très facile de porter un discours de stabilité et c'est même demandé par les peuples puisque si tout est simple, il n'y a pas de raison de croître puisque la croissance en elle-même est toxique. Voilà, on pourra développer ça, mais il vaut mieux ne pas croître. Donc on va développer un discours de stabilité et de décroissance si vraiment il n'y a pas besoin d'inventer des armes et des techniques. Donc, ça n'est pas le choix du politique qui détermine la politique, c'est la contrainte du cadre. Ça fait partie des choses que je développe moi. Donc, c'est la compétition, c'est le niveau de stress auquel s'exposent nos sociétés qui décide de ce que le politique ou le représentant va devoir dire au peuple. Du coup, vous pensez que c'est plus fort que l'adaptation? Parce qu'on cherche toujours à s'adapter à notre milieu, naturellement. Du coup, cette compétition-là, en fait, écraserait l'adaptation naturelle de l'homme? Attention à ne pas confondre compétition et rivalité. La rivalité, c'est une stratégie qu'on peut mettre en œuvre pour s'adapter, aller prendre les ressources à quelqu'un d'autre, par exemple, ou s'opposer à lui parce qu'il vient sur notre territoire. On peut alterner des stratégies de rivalité et de coopération. Par exemple, pour aller attaquer un autre pays, il faut être très coopératif entre nous. Ce qui est inéluctable, c'est que ce soit une stratégie de rivalité ou de coopération, de toute façon, on va s'adapter au contexte, et le contexte, c'est la compétition, qui est un cadre absolument irrévocable.
Voilà. Si on ne s'adapte pas, c'est le mot que tu as utilisé, on disparaît. Ça, c'est valable pour les bactéries, les dinosaures, nous, etc. Donc c'est très important et j'ai été assez surpris de découvrir que potentiellement nous avions culturellement amalgamé et fusionné le terme compétition et rivalité, parce que moi ce sont deux choses vraiment très différentes. La compétition, c'est le cadre et on ne peut pas changer le cadre. Le cadre, c'est la nature, c'est la physique, c'est les lois dont je parlais tout à l'heure. Du coup, là, vous avez parlé de politique et vous supposez donc qu'ils ne seraient pas à même de changer eux-mêmes le discours qu'ils tiennent à travers ce que vous venez d'exprimer. Ils vont répondre aux contraintes du cadre. Très bien. Et du coup, vous, à travers votre discours, qui est-ce que vous cherchez à toucher précisément si vous aviez des cibles de choix, entre guillemets? C'est-à-dire, j'aimerais que telle personne entende mon discours et puisse du coup réagir positivement. Parce que je pense que le but, c'est quand même d'avoir des réactions positives. Eh bien, j'ai pas de cible partie. Moi, en tant que sujet, travaillant sur cette question-là, je n'ai pas de cible particulière. Parce que je ne peux pas préjuger justement de là d'où va émerger le germe de mutation. Je ne peux pas dire que, au cours de l'histoire, ce n'est pas le peuple qui ait provoqué des mutations sociétales, parce que ce serait idiot, c'est totalement faux. Je ne peux pas dire qu'à certaines périodes de l'histoire, ça ne soit pas une décision du gouvernement, une décision politique, même d'un très petit groupe, qui n'ait pas fait progresser les sociétés. La peine de mort en France, l'abolition de la peine de mort en France, c'est quelque chose qui a été défendu depuis le haut, qui n'était pas forcément très populaire, mais ça a fait progresser la société. Voilà, donc je n'ai pas de cible particulière. C'est d'ailleurs quelque chose dont hérite un petit peu Adrastia, elle pourra faire d'autres choix. Mais on n'a pas de stratégie, en tout cas dire par exemple, de façon caricaturale et très, à mon sens, très restrictive, la faute est politique, la responsabilité est politique, ça ne suffit pas. C'est le discours du XXe siècle. C'est plus compliqué que ça. Évidemment. Le politique, il a des pouvoirs qui sont assez limités, et s'il est là, c'est parce qu'il est, lui, justement, à l'interface entre le cadre de la compétition et les exigences d'un peuple. Il va répondre aux demandes des syndicats, le politique. Et le syndicat, bien que je suis sûr qu'il soit conscient, par exemple, des problématiques environnementales et qu'il puisse s'inquiéter du climat, sa demande première, ce sont la conservation des acquis, par exemple. On le voit en ce moment avec les grèves à la SNCF. Donc il y a le cadre de compétition qui oblige, et c'est légitime, par exemple, les cheminots à défendre leur statut, et en même temps, cette demande du peuple de conserver des acquis est incompatible avec le maintien d'une complexité dont on sait qu'elle va devoir se réduire. Donc, pour répondre plus précisément encore, je ne peux pas cibler, parce que tout le monde, en fait, est contraint par ce contexte de compétition. Tout le monde met en place des stratégies de rivalité et de coopération, et de quelque part, va émerger une réponse à la mutation sociétale. La notion de germe dont vous parlez là, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous imaginez? Est-ce qu'elle pourrait émerger des fonctionnements classiques de notre système selon... Pas forcément. Les fonctionnements classiques, comme je disais tout à l'heure, les règles définies par la société jusqu'à aujourd'hui ne sont pas forcément compatibles avec une mutation sociétale. Et les germes, par exemple, je parlais des communs tout à l'heure, comment nous allons réinvestir la gestion des communs et les règles, la juridiction pour faire en sorte que les ressources soient traitées et soient distribuées à partir de décisions beaucoup plus collectives que centralisées, eh bien ce germe-là, on peut le voir en ce moment, n'émerge pas depuis le haut. Il émerge d'initiatives très, très associatives, très locales. Cependant, alors il se trouve qu'on a ce gouvernement-là, que je ne soutiens pas particulièrement, mais il se trouve que c'est un gouvernement qui écoute beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Emmanuel Macron est quelqu'un qui a donné dans ses discours beaucoup d'informations qui témoignent du fait qu'il est conscient, qu'il est informé des risques, et qu'en plus, il écoute les germes. Alors il en fait autre chose que ce que ces germes disent, mais il a dit le mot commun dans un de ses discours, parce qu'il sait que quelque chose se passe à ce niveau-là dans la société. Lui, il va en faire quelque chose qui correspond à son idéologie, qui n'est pas forcément celle qui durera très longtemps dans le contexte qui vient. Mais en tout cas, c'est pour ça que je ne peux pas dire d'où va partir le germe. Si on peut le voir, il y a plein de sources très différentes, en haut, en bas, etc. Qu'est-ce qui va cristalliser l'initiative et la mettre en forme, et comment les anciennes règles vont muter pour devenir de nouvelles règles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer avant. On a parlé du coup d'impact que pouvait avoir votre discours sur certaines personnes de la société, et une question, enfin plutôt une remarque venant de notre part qu'on peut vous soumettre, c'est quand on parle de votre théorie à des gens qu'on rencontre divers et variés, on observe deux types de réactions, alors peut-être que vous allez pouvoir confirmer ou infirmer. Il y a ceux qui se braquent, c'est-à-dire qu'ils entendent cette théorie et se disent tout de suite là on va dans le mur si on suit cette idée-là et on va tous baisser les bras, tout va s'arrêter.
Ça, c'est l'une des réactions. Et en général, on a constaté, alors, c'est pas, on n'a pas interrogé 10 000 personnes, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, c'est plutôt les gens qui ont déjà une place active dans la société et qui se disent, enfin, qui ont déjà un rôle, qui sont capables d'avoir un impact et qui se disent, cette solution, enfin, cette perspective-là, elle nous offre rien de bon du tout. Et le deuxième type de réaction qu'on a pu observer, c'est celui des gens qui n'ont pas encore leur place, qui réfléchissent à quel va être leur futur dans cette société, notamment des étudiants, et qui se disent, bah, du coup, moi j'ai envie de prendre conscience de mon impact avant et de dire peut-être qu'il y a moyen de faire autrement, et c'est eux qui sont peut-être le plus réceptifs. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou vous nuancez peut-être? Non, non, je le nuance pas, je le constate aussi, mais ça c'est quelque chose, on peut quasiment comparer ce qui se passe sous nos yeux à des problématiques évolutives basiques qui sont que les mutations arrivent le plus souvent lors du passage d'une génération à l'autre, que ce soit sur le plan génétique, comportemental, culturel. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que on pourra même rentrer plus précisément encore dans le fonctionnement du cerveau, qui est une machine à faire de l'anticipation, mais de l'anticipation à partir des données qui viennent du passé. Alors le cerveau, c'est une machine probabiliste qui engrange tout un tas de données au cours de sa construction, de l'expérience de vie qu'il a, de l'expérience sensorielle qu'il a avec l'environnement, et qui va, en fonction de cette expérience qu'il a cumulée, calculer le futur, mais en fonction des probabilités statistiques qui ont eu lieu par le passé. Donc ce qui fait que le cerveau est un très bon calculateur, mais qu'il calcule en fonction de données qui sont déjà en retard sur la réalité. Alors c'est très efficace dans l'évolution, parce que quand on calcule sur des statistiques liées à la prédation, par exemple, ça permet des réponses très rapides. Voilà. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais le système nerveux fonctionne de cette façon-là. Et quand on a accumulé tout un tas de données, quand on s'est construit la génération avant la mienne, pardon, qui a entre 40 et 80 ans, quand on s'est construit en période de croissance, structurellement, notre cerveau va projeter sur l'avenir des données qui sont calculées à partir du passé. Donc structurellement, la projection émotionnelle va être une histoire liée à l'expérience physique du passé. Donc la génération, alors ça ne veut pas dire que des personnes plus âgées ne peuvent pas prendre conscience et s'approprier la problématique, c'est juste que pour la mettre en œuvre, elles vont devoir réformer des choses qui sont ancrées en elles au niveau neurologique. C'est beaucoup plus compliqué que pour la jeune génération qui, elle, est en train de construire ses calculs probabilistes et ses projections sur l'avenir. Elle est en train de s'écrire l'histoire qu'elle veut voir se projeter pour son avenir. Donc c'est évidemment plus facile pour elle, mais c'est presque une donnée biologique assez élémentaire qu'il faille attendre une génération nouvelle pour que les schémas changent. Ce qui nous met d'ailleurs en retard. Mais nous, on se construit aussi sur un monde qui cherche à croître et qui croît de manière faible, hein, beaucoup plus faible que la génération précédente ou celle d'avant. Mais notre modèle de réflexion est historique est encore sur un modèle de croissance. On n'est pas du tout en décroissance. Ah oui, vous êtes sur un modèle culturel qui est celui de la croissance, mais vous engrangez des données factuelles, sensorielles et émotionnelles qui ne sont plus celles de la croissance, puisque, alors vous êtes particulièrement informés, mais nous aussi dans Adrastia, les données factuelles qu'on engrange, c'est ce qu'on a entendu très récemment, c'est 80% des insectes en moins, les printemps sans oiseaux dans les années qui viennent, etc. Donc, alors que la génération passée pouvait plus facilement cliver, on le parlait tout à l'heure, les informations négatives et positives, parce que structurellement, on va dire, la réponse de la croissance était supérieure à la quantité d'informations négatives. Donc, le ratio information positive, bénéfice, aire du plaisir stimulé était bien supérieur à celui des informations négatives. Vous êtes une génération qui voit factuellement qu'elle va moins gagner sa vie que la génération précédente. Ça, c'est sur votre fiche de paye, vous le voyez déjà. Et en plus, les informations que les médias font circuler sont plus proportionnellement chargées d'informations négatives que ce que mes parents ont vécu dans les années 50-60. Donc c'est peut-être une histoire de ratio émotionnel qui fait que vous êtes obligé de prendre beaucoup plus en compte ces informations-là pour les traiter et vous construire avec. Et est-ce que vous mettriez un lien aussi avec le fait qu'on n'a pas forcément encore de place dans la société? C'est aussi une réflexion peut-être qu'on peut avoir sur le statut qui permet ou non de parler de certains problèmes. C'est que quand on a une place, on a des responsabilités bien précises vis-à-vis du système duquel on fait partie. Est-ce que ça peut être un frein du coup à ce changement ou c'est uniquement du point de vue émotionnel que la personne va s'engager ou non dans un sens ou l'autre? Je ne sais pas si je suis clair. Que veux-tu dire par ne pas avoir sa place? En quoi c'est important? C'est-à-dire que l'étudiant qui se forme ou le jeune qui est encore au collège, au lycée, lui il se projette sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, quels sont mes buts, et du coup peut-être aussi qu'il y a un côté je réfléchis à la place que j'ai envie d'occuper, alors que la personne qui est déjà installée se dit bah si ça change maintenant, c'est pas pratique pour moi. Alors est-ce que ça peut être lié à ça? Je te suis tout à fait.
Ça rejoint une problématique émotionnelle, tu en as parlé. Les émotions, alors ça c'est une très grande réserve que j'ai par rapport à certaines approches de l'effondrement qui sont très portées sur l'émotion. Il faut comprendre à quoi sert l'émotion dans l'évolution. En fait, les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement conservateur. Les émotions, ça gère à gérer l'homéostasie du corps et de l'esprit. Hein. Alors l'homéostasie, j'allais le préciser, c'est faire en sorte que le corps, on va dire les fonctions vitales, les fonctions organiques, oscillent toujours autour d'un état moyen, le plus stable possible, parce que notre corps fonctionne à 39 et quelques degrés, et quand il est à 40, il n'est pas bien, quand il est à 38, il n'est pas bien non plus. Donc les fonctions organiques en particulier pour les organismes à sang chaud comme nous, sont de rester toujours autour d'un état moyen qui s'appelle l'homéostasie. Et les émotions, elles ont été acquises dans ce but-là, pour fuir ce qui peut changer négativement l'homéostasie du corps, et aller vers ce qui peut renforcer la possibilité pour le corps de rester autour de son état moyen. Et en fait, les émotions, si on les investit par rapport à la problématique du déclin, il est possible que ça nous fasse avoir des comportements extrêmement conservateurs, qui vont nous faire conserver l'état qu'on avait précédemment, l'état homéostatique. Alors je parlais du corps, mais l'analogie fonctionne aussi avec la profession qu'on a dans la société. On va plutôt chercher à conserver l'état stable de la situation dans laquelle on est. Donc les émotions, c'est très important, il faut les traiter, il faut les considérer, mais il ne faut pas les considérer comme étant la porte d'entrée forcément la plus propice pour changer les choses, parce qu'elle n'a pas été construite pour ça. Biologiquement, les émotions, ça ne sert pas à changer les choses, au contraire. Dès que les choses risquent de changer dans l'environnement, les organismes vivants ont des émotions négatives qui leur font fuir les changements. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez qu'on se base sur les faits actuels pour pouvoir se projeter dans le futur. Si on sort du cadre français ou européen ou pays vraiment très développés, peu importe le mot développement, bref, les pays en voie de développement, eux, voient une croissance aujourd'hui énorme et du coup sont dans l'état actuel des générations qui ont 40, 50 ans aujourd'hui en France. Donc eux n'ont pas du tout le même schéma de raisonnement que nous. Et du coup, comment l'effondrement peut-il se passer pour eux? Comment ça va se passer? Parce qu'on est sur quand même deux mondes totalement différents, qui ont 50, 60 ans d'écart. Comment vous voyez ça à l'échelle mondiale? Alors, une mosaïque, déjà ça c'est la meilleure réponse à avoir, une mosaïque non prédictible. Je ne peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer, à quel endroit, à quelle vitesse, personne ne peut le savoir. Alors, un point sur le rapport entre déterminisme et imprédictibilité. On ne peut pas prédire les choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas déterminées par des facteurs énergétiques, des facteurs thermodynamiques, des facteurs parfaitement restreints. Voilà. Donc nos sociétés ne pourront pas croître de 2% pendant encore 50 ans, c'est une certitude pour moi déterminée, mais ça ne veut pas dire qu'on sache prédire ce qui va se passer dans les 50 années qui viennent, pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Comment vont investir les pays en croissance la question du risque d'effondrement ou d'effondrement? Je ne sais pas. Ce qui est déjà acquis, c'est que le facteur culturel est primordial et que les inégalités vont émerger pour des raisons économiques. Les inégalités de gestion du déclin ou de l'effondrement vont être indexées sur des facteurs économiques, c'est sûr, mais aussi beaucoup sur des facteurs culturels. Parler d'effondrement au Japon, par exemple, qui est un pays qui sait ce qu'est un tsunami ravageur depuis des siècles et des siècles, qui a déjà depuis longtemps une démographie en très grande difficulté, qui vit sur la dette bien plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Culturellement, c'est un pays qui, parce qu'il est là, parce que c'est un pays aussi écologiquement, qui en plus des tsunamis est très exposé à tout un tas d'autres. Ils savent ce que c'est qu'avoir beaucoup de neige, ils savent ce que c'est d'avoir chaud. Enfin, culturellement, la notion d'effondrement est investie très. Et puis ils ont aussi investi le nucléaire de façon très particulière pour l'histoire après la guerre. Donc la question de l'effondrement, suite au bombardement, au tsunami, enfin tout ce terreau culturel-là est traité au Japon de façon extrêmement différente, à la crainte, on va dire, plus bourgeoise que nous avons en Europe ou en France. Alors, structurellement, le Japon, par exemple, va se confronter à sa démographie, à sa dette incommensurable et à des problèmes de complexité de société. Mais est-ce que psychologiquement, les gens vont l'investir de façon plus rude que nous, qui avons un comportement plus bourgeois, plus confort, plus narcissique qu'eux? La question est ouverte, mais peut-être qu'ils le géreront mieux que nous. Ils ont aussi une culture beaucoup plus solidaire, beaucoup plus capable de constituer des réseaux, etc. Voilà, donc, Après, ma question était plutôt pour les pays en voie de développement, le Japon.
Je n'ai pas répondu directement à cette question-là. Parce que je n'ai pas vraiment de réponse toute faite. On peut déplacer la problématique, ce que je disais par rapport au Japon, à la Chine, qui est malgré tout un pays en voie de développement, même si l'origine du pays est moins, comment dire, le contexte n'est pas celui d'un pays africain qui part de quasiment rien à une société complexe en quelques décennies, mais la Chine répond un petit peu aujourd'hui en faisant des grands écarts conceptuels et technologiques tels qu'on peut s'imaginer qu'on va continuer à en faire tous, beaucoup, encore très longtemps, qu'on soit un pays en développement ou un pays déjà très riche. Ce pays qui est donc en développement structurel, c'est-à-dire qu'il y a encore une croissance assez forte et que la classe bourgeoise ou la classe aisée croît chaque année, est un pays qui prend des décisions à la fois écologiques, qui essaye tant bien que mal de développer les énergies renouvelables et de fermer quelques centrales à charbon, et en même temps va devoir traiter ses déchets parce que le niveau de vie augmentant, le niveau de déchets aussi, est en train de fabriquer à tour de bras des usines d'incinération de déchets qui vont polluer, alors pour le coup, tout l'Est de l'Asie, la Corée, etc. Donc on risque très longtemps, quel que soit le pays, de prendre encore des décisions complètement paradoxales, parce qu'on est coincé, qu'on soit un pays en développement ou pas, au-delà des facteurs culturels, sur le plan structurel. Eh ben, on a à la fois des gens qui ont besoin des femmes qui ont besoin d'accoucher dans les meilleures conditions possibles, des enfants malades qui ont besoin de médicaments et un environnement qu'il faut protéger. Et ça, c'est potentiellement contradictoire pour tout le monde, qu'on soit un pays développement ou un pays riche. Je n'ai pas de réponse définitive sur la différence. C'est peut-être dû à la surpopulation, le fait qu'on soit peut-être trop nombreux sur Terre dans un environnement qui est trop restreint et que la compétition nous oblige en fait à diminuer ce nombre de personnes. Alors ça, de toute façon, bon, la question du trop nombreux n'a pas beaucoup de sens. On est beaucoup moins nombreux que les fourmis. Les fourmis n'ont pas de problème d'effondrement, elles sont adaptées parce qu'elles régulent leur comportement. Donc ce n'est pas une question quantitative, c'est une question de régulation. On pourrait dire que nous pourrions être 8 milliards d'êtres humains avec un niveau de vie très faible et que peut-être la planète s'en porterait très bien. Donc c'est moins un problème quantitatif qu'un problème de niveau de vie. Et moi, ma réponse aux personnes qui pensent qu'il faut absolument mettre en place des politiques démographiques de réduction de la natalité, etc., c'est que, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais les démographes disent bien que ça n'a pas fonctionné dans les pays où les politiques coercitives ont été mises en place. Il y a eu des effets rebonds et la population a de toute façon cru, a augmenté. Et par ailleurs, la réponse la plus courante par rapport au problème démographique, c'est augmenter le niveau d'instruction et augmenter le niveau de vie, quoi. Ce qui revient à ne pas résoudre le problème écologique finalement. Donc ma réponse, la réponse que j'ai, mais qui est une réponse que je déplore, est en écho au lien entre l'énergie, l'alimentation et la population, c'est que la régulation, de toute façon, elle risque de se faire par défaut. Voilà, c'est ce qui est à craindre et c'est de toute façon ce que les spécialistes de la démographie disent. Les régulations démographiques, ça n'est jamais la guerre, ça n'est jamais les décisions politiques ou sociétales, c'est la famine et les maladies. Voilà. Alors on a une question qui nous vient de Louane au CM2. Donc comme on l'avait expliqué un peu avant, on aimerait bien une réponse vulgarisée si possible, dans le but de répondre à Louane de façon synthétique, qu'elle puisse intégrer en tant que CM2. Et sa question est pas évidente. Ouais. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Qu'est-ce qui va arriver dans 100 ans avec le changement climatique? Ah De ce qu'on a vu de l'interview, c'est pas forcément... Non, je vais avoir du mal à répondre. Et par ailleurs, je ne veux pas mentir à Louane. Nous sommes, donc Louane fait partie de la première génération qui risque de se confronter à une problématique d'adaptation, de changement, qui ne sera plus jamais en mieux. Alors, pour des raisons énergétiques, mais aussi pour des raisons climatiques. C'est très difficile à entendre sur le plan émotionnel, mais je ne peux pas cacher ça à Louane, parce que je suis honnête avec elle et que je veux qu'elle se sente le mieux possible dans un monde où on lui dit la vérité. Au fil des 100 années qui viennent, le contexte climatique ne sera jamais plus agréable qu'il l'est aujourd'hui. Voilà.
Je ne vais pas me prononcer plus sur la perspective telle que je la pense pour dans 100 ans, mais je peux dire ça à Louane, il faut qu'elle se prépare à passer une vie agréable, à avoir des plaisirs, à avoir des loisirs, à avoir des amis, à avoir une famille et des enfants probablement, si elle en veut, dans un contexte où les difficultés qu'elle gérera peut-être très bien seront de plus en plus grandes. Et maintenant, moi j'ai la même question, mais du coup ce ne sera pas envoyé à Louane, c'est plutôt la question personnelle. Comment voyez-vous donc, sans tabou, sans contrainte, le monde dans 100 ans? Sur le plan climatique, si on regarde les données du GIEC, c'est-à-dire pas les plus alarmistes, qui sont plutôt conservatrices pour des raisons méthodologiques et politiques, et si on regarde les problématiques agricoles qui existent déjà, et qu'on continue les courbes, il est possible que dans 100 ou après 100 ans, en tout cas, le maintien tout simplement d'une agriculture, j'allais dire, le maintien d'une agriculture risque d'être impossible. Je ne peux pas dire impossible, mais en tout cas dans des proportions infiniment moins grandes que celles que nous avons aujourd'hui. Ce qui vient en fait répondre à toutes les autres questions, puisque la problématique énergétique est secondaire par rapport à l'alimentation pour une société. Voilà. L'agriculture dépend de l'énergie pour exister aujourd'hui, mais nous pourrions mettre en place une agriculture affranchie de l'énergie, par exemple, affranchie du pétrole. C'est possible, ça se fait. Alors déjà, ça se fera peut-être pour moins de monde, mais la question qui va verrouiller la problématique de l'agriculture, c'est pas l'énergie, puisqu'on pourrait faire autrement, c'est le climat. On ne fait pas pousser de tomates dans le désert qui est en train d'apparaître en Espagne. Point. Voilà. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Or, l'eau s'évapore déjà beaucoup plus vite, ne serait-ce que pour 1 degré de réchauffement supplémentaire qu'on a en 2018. Donc les cycles hydriques étant déjà perturbés en 2018 pour 1 degré, sachant que nous allons droit vers une perspective de 3 degrés minimum, ce qui veut dire 4, 5, 6. Alors si la moyenne est de 3 degrés sur la planète, étant donné que la Terre réchauffe plus l'atmosphère au-dessus d'elle que la moyenne mondiale, les océans et émettent moins de chaleur. Pour un réchauffement moyen de 3 degrés, qui est la fourchette basse, on a 5 degrés de plus dans l'atmosphère. Je pourrais le dire aussi tout à l'heure dans l'intervention que je ferai, l'indicateur de viabilité de l'agriculture n'est pas la moyenne de température. Donc la moyenne mondiale c'est 3 degrés. Au-dessus des terres, on aura 4-5 degrés de plus. Mais ça n'est pas cet indicateur-là qui dira qu'on pourra ou pas faire de l'agriculture, c'est la variabilité, l'aspect chaotique de la variation des températures autour de la moyenne. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une moyenne de 5 degrés de supérieur sur les terres et on pourra essayer de s'adapter à ça. Le problème, c'est que si on a 2 jours à 52 degrés en France, il n'y a rien qui pousse. Toutes les cultures, mettons au mois de juin, mi-juin, qui s'exposeront alors qu'elles sont en pleine croissance à une température de 52 degrés pendant 2 jours. Voilà. Donc la moyenne, c'est important, c'est la base de calcul du GIEC, mais ce n'est pas ça l'indicateur dont il faut s'inquiéter. C'est l'aspect chaotique, qui est d'ailleurs, dans certains articles du GIEC, traité, mais plutôt de façon marginale par rapport à la température moyenne. C'est l'aspect chaotique qui est important. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis navré pour ces nouvelles pas très bonnes.